Bonjour, chers confrères. Merci pour votre invitation à CAOS. Pourquoi et comment les prothèses sur mesure? Eh bien, il faut revenir au départ aux origines qui montrent que les premières prothèses finalement étaient un resurfaçage, soit de parties molles, soit d'un matériau métallique malléable qui permettait de reproduire la surface articulaire telle qu'elle était. Et c'est un peu le retour aux sources en quelque sorte. Alors que dans l'intervalle, la prothèse moderne s'est imposée comme étant un élément symétrique à implanter à angle droit dans un espace rectangulaire, euh, dans un genou qui est tout sauf rectangulaire, linéaire et symétrique. En tout cas, c'était les premières prothèses dites modernes. Et pourquoi nous, on pense qu'il faut faire mieux que ça? Parce que les résultats ne sont pas très bons en moyenne. Il y a quand même une quinzaine ou une vingtaine de pourcents de patients qui sont déçus. Et on pense que la forme de la prothèse et sa taille a probablement un rôle à jouer, surtout si on en juge par la variabilité des formes anatomiques du fémur ou du tibia ou de la trochlée, comme le montrent ces articles auxquels on a contribué. Alors, le sizing, finalement, on a considéré initialement que les prothèses étaient homothétiques, et qu'il suffit de changer la taille comme les poupées russes. Et en fait, ce n'est pas du tout la réalité, puisqu'il y a des variations antéro-postérieures, médio-latérales, des variations de forme, comme l'ont montré certains de papiers assez connu, de même que la trochlée a une forme très particulière et que si on n'en tient pas compte, on obtient ce genre d'inadéquation entre les implants et les patients. Alors, toutes ces dimensions, elles sont indépendantes. Donc, si on voulait avoir une prothèse standard idéale, il faudrait avoir plusieurs dimensions axiales, plusieurs antéro-postérieures, plusieurs formes de trochlée. Et ça, on obtiendrait, si on voulait avoir quelque chose de complet, plus de 200 ou 400 ou 500 prothèses différentes, ce qui, bien sûr, est absolument ingérable en termes de stock. De même que la résection osseuse est la même pour tous les patients, ce qui est très discutable et conduit à des laxités, souvent chez les personnes de petite taille, pour excès de résection. L'équilibrage ligamentaire, ben le péché originel, c'est effectivement le fait que les prothèses sont carrées, si on veut caricaturer un peu, et qu'on s'impose aux ligaments de s'adapter à ces formes rectangulaires ou à ces espaces que l'on crée avec des équilibrages, autrement appelés lésions ligamentaires, si on veut être un peu plus honnête. Et tous les problèmes de rotation qu'on connaît, une fois de plus, pour arriver à inscrire un carré dans un cercle, ce qui n'est pas toujours évident, sans parler de l'adaptation du tibia, du composant tibial à la coupe osseuse. L'alignement, c'est pareil, il conditionne l'équilibrage et la position des prothèses, ainsi que leur taille dans certaines dimensions. Et il faut également en tenir compte. Et tous ces éléments, finalement, sont liés. Et la façon de les réconcilier, en quelque sorte, c'est d'envisager les prothèses sur mesure. Si on ajoute à ça le cinématique, avec des contours de condyles qui sont eux aussi très variables d'un patient à l'autre et qui ne se résument pas à un simple cylindre, eh bien, ça veut dire qu'il faudrait choisir la prothèse en fonction du patient et avoir autant d'implants que de patients ou de fabricants que de patients, ce qui, bien sûr, est un peu compliqué à mettre en œuvre. Et pareil pour la trochlée, chaque manufacturier a un dessin de trochlée. Or, les patients n'ont pas forcément le dessin qu'on veut leur imposer. Et puis, les conflits avec les tissus mous sont source de complications qu'on ignore souvent parce que ce n'est pas visible à la radio, mais qui sont bien décrites maintenant, comme pour les conflits avec le popité. Et là encore, une prothèse avec des contours spécifiques est intéressante. Alors, est-ce que ça marche? Oui, ça marche parce que finalement, tout le monde a y gagné. C'est compliqué à fabriquer une prothèse sur mesure. C'est plus cher, mais il y a des sources d'économie considérables en termes de temps de bloc, de facilité, etc., de coûts pour les hôpitaux qui sont indéniables. Alors, comment ça marche? Eh bien, il faut définir les différents éléments que l'on veut adapter au patient, c'est-à-dire la taille, le contour, avec les contraintes d'avoir des systèmes de stabilisation qui, eux, sont standardisés. Donc, c'est assez compliqué, mais c'est jouable. Et le grand intérêt, finalement, c'est qu'à partir d'un patient, dans son scanner, on fabrique la prothèse, les kits de coupe, et puis on peut collecter des données qui sont fiables et qui ne sont pas modifiées par toutes les variations qu'a introduit le chirurgien pendant l'opération. Et à ce moment-là, on peut implémenter la source de départ et de façon continue améliorer la programmation des prothèses et le résultat des patients, ce qui n'est pas le cas avec la chirurgie traditionnelle, loin s'en faut. Donc on a une déformation, on réaligne le membre de façon native dans certaines limites,
qu'on appelle la safe zone, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas plus de 3 degrés d'obliquité dans la coupe et 2 degrés d'obliquité dans le dessin, avec un 5 degrés maximum. Avec ça, on couvre pratiquement tous les patients. Donc, on voit très bien la différence entre une prothèse standard en gris et une prothèse sur mesure en vert. On imagine que sera plus confortable pour le patient. Et la pose et les guides de coupe sur mesure. Ça pose aussi quelques problèmes de pratique, d'apprentissage. Et pour le moment, la robotique aura un rôle important à jouer dans cette chaîne de valeur qu'apporte le sur-mesure. La première implantation a 10 ans maintenant. Voilà les images que ça donne actuellement avec un dessin qui a été modifié entre-temps. Et on peut espérer, comme le dit en tout cas cette publication, qu'on obtienne de meilleurs résultats, mais ce sera à nous de les montrer dans le futur. Merci beaucoup.